Bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir la deuxième session. Cette deuxième session sera axée sur l'identification et la conservation des fonctionnalités des micro-organismes. Cette session nous conduira jusqu'à la pause déjeuner à 12h30 et comme nous n'avons qu'une heure pour déjeuner, nous ne dépasserons pas l'horaire imparti. Alors, il y aura 3 intervenants. La première intervention sera celle de Nicolas Desroches de la société Nexidia, spécialisée en microbiologie et plus spécialement sur les mécanismes de stress des micro-organismes, de réponse des micro-organismes aux stress environnementaux. Son intervention s'intitule « Impact des procédés de production sur le maintien des propriétés fonctionnelles de Lactobacillus plantarum ». Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter des résultats qui concernent l'impact des procédés de production sur le maintien des propriétés fonctionnelles d'une souche de Lactobacillus plantarum. Donc, ce sont des résultats d'une étude qui a été réalisée en collaboration avec l'UMR-PAM et Merck Médication Familiale. Donc, on a pu l'aborder sur plusieurs présentations ce matin. La sélection de nouvelles souches potentiellement probiotiques est basée sur différents critères qui sont maintenant bien définis. Passer les étapes d'isolement et d'identification sur la base de caractères phénotypiques ou d'identification génomique. Différents critères rentrent en jeu dans la sélection des souches. Notamment, on va identifier 3 critères principaux. La tolérance au stress, et notamment la résistance à l'acidité et aux sels biliaires. L'innocuité de la souche, avec notamment de la résistance aux antibiotiques, de l'innocuité sur in vivo, notamment chez la souris. Et enfin, un paramètre qui est le paramètre le plus important concerne la fonctionnalité des micro-organismes. Donc la capacité de ces bactéries ou de ces souches potentiellement probiotiques soit à adhérer sur une muqueuse, soit à exercer une activité antagonisme vis-à-vis de différents germes pathogènes ou présenter des propriétés immunomodulatrices. Donc ces différents tests sont principalement basés sur des approches in vitro et in vivo qui mettent en œuvre en fait des cultures qui sont principalement réalisées en milieu de laboratoire. Donc si on parle de lactobacillus par exemple, on va parler de cultures réalisées dans du milieu type milieu MRS. Or, ces conditions de culture et de production sont souvent différentes des conditions qu'on va pouvoir retrouver au niveau industriel sur un produit fini. Si on représente un peu, on schématise rapidement une production au niveau industriel, donc on va passer sur un stade type culture fermenteur, dans lequel le milieu de culture, les conditions de production sont différentes des cultures classiques qu'on est amené à réaliser en milieu MRS. On a également une partie formulation qui va intervenir, donc principalement avec des bactéries qui vont être lyophilisées et ensuite une galénique sous forme de gélules ou de comprimés majoritairement. Et on peut constater que la partie sélection est essentiellement menée sur la première partie, les cultures en milieu liquide, donc soit des cultures laboratoires, soit des cultures en fermenteur, et que les études cliniques sont principalement réalisées sur des produits formulés, donc soit sous forme de poudre, soit sous forme de comprimés, quoi. Or, au cours de ces différentes étapes, les souches peuvent subir différents stress qui vont avoir des répercussions, ou en tout cas qui peuvent avoir des répercussions sur le comportement de la souche, sur ses propriétés fonctionnelles, et donc entrer en jeu, ou en tout cas avoir un impact significatif sur les résultats des études cliniques. En effet, les souches, lorsqu'elles sont soumises à différents stress, que ce soit des stress technologiques qui sont induits par le processus de production, donc la centrifugation, la lyophilisation, la concentration, des stress physico-chimiques, des stress pH, des stress température, de la présence d'oxygène l'oxygène qui peut être présent au cours du process de production, mais également des stress liés au métabolisme, donc avec des stress nutritionnels, la présence de métabolites toxiques au cours de la fermentation, type des acides organiques, de l'H2O2, peuvent avoir des effets sur l'état physiologique des cellules et plus particulièrement altérer des activités enzymatiques qui donc a un effet sur la vitalité des bactéries,
une diminution de la résistance au stress et de la stabilité des bactéries, donc un effet sur la viabilité, mais également une perte des activités fonctionnelles pour lesquelles les souches ont été sélectionnées. Donc, au cours de cette étude, on s'est intéressé à déterminer l'impact des conditions de production sur l'état physiologique et les propriétés fonctionnelles d'une souche de Lactobacillus plantarum codée CNRZ 1997. Donc, cette étude a été menée dans le cadre d'un projet collaboratif FUI probiotique sur lequel intervenaient des laboratoires de recherche académique avec l'UMR Michaelis et l'UMR PAM et des structures industrielles avec Merck Médication Familiale et Senoble. L'objectif global de ce projet FUI était de développer une nouvelle génération de produits probiotiques fonctionnels possédant des effets immunomodulateurs et ou antioxydants pour le domaine agroalimentaire et le domaine parapharmaceutique. Donc, une première phase de ce projet a concerné la sélection in vitro et in vivo de la souche de Lactobacillus plantarum CNRZ 1997. Donc, cette phase de sélection a été menée par l'UMR Michaelis et l'UMR PAM. Et cette sélection a concerné deux axes prioritaires. D'une part, les propriétés technologiques de la souche, donc sa résistance au stress rencontré lors du tractus gastro-intestinal avec la résistance à l'acidité aux sels biliaires, une résistance au stress technologique avec la résistance à la lyophilisation et au séchage, et puis un axe de sélection plus axé sur les propriétés fonctionnelles de cette souche et notamment ses propriétés immunomodulatrices, in vitro sur des modèles cellulaires type les cellules intestinales HT29 et sur les cellules mononucléées circulantes, et une activité antivirus influenza in vivo chez la souris. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette phase de sélection, puisque du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un travail qui a été réalisé essentiellement par l'UMR Michaelis. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette phase de sélection, je vous conseille la lecture de la publication issue de ces travaux qui a été publiée dans AEM. Donc, nous, au cours de cette étude, on s'est plus intéressé à l'effet des conditions de culture et des conditions de production sur l'état physiologique des cellules et sur ses propriétés fonctionnelles. Donc pour cela, on a étudié différentes conditions de différentes préparations bactériennes, soit des préparations cultivées en milieu laboratoire, dans du milieu MRS, récoltées à différents stades de croissance, en phase exponentielle de croissance, en entrée de phase stationnaire et en phase stationnaire avancée, qui était l'échantillon qui est marqué 16 heures référence et qui est l'échantillon qui a servi pour les différents tests de criblage. On a également travaillé sur une culture lyophilisée qui a été récoltée lors d'une culture en fermenteur et qui a été récoltée en entrée de phase stationnaire puis lyophilisée, et également sur le produit fini, qui est un produit qui a été formulé sous forme d'une gélule. Sur ces différentes cultures, on a estimé l'état physiologique. Donc, au sein de la société Nexidia, on est capable de mettre en œuvre différents outils qui vont nous permettre d'estimer l'état physiologique. Des outils plus, plus basés sur la physiologie bactérienne qui vont nous permettre d'avoir une idée sur l'état physiologique global de la cellule, avec notamment la capacité des cellules à réguler leur pH intracellulaire, la capacité des cellules à moduler leur fluidité membranaire, et des outils plus pointus qui sont basés plutôt sur l'expression ou en tout cas la transcription de gènes cibles et notamment de gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc au niveau de cette étude, on s'est vraiment focalisé sur l'expression de gènes impliqués dans la résistance au stress et impliqués dans les activités fonctionnelles. Et en parallèle de cette quantification, on a estimé les propriétés fonctionnelles et technologiques, donc notamment la résistance au stress rencontrée dans le tractus gastro-intestinal, donc résistance à l'acidité, résistance aux sels biliaires, les capacités d'adhésion de la souche sur de la mucine, capacité d'adhésion et à former un biofilm, sur le même principe que ce qu'a pu présenter Pascal Molimer précédemment, et les propriétés immunomodulatrices de ces souches sur des cellules mononucléées circulantes. Donc au niveau des gènes cibles, on a fait un tri sur les différents résultats qu'on allait vous présenter. Donc on a choisi des gènes impliqués dans différents mécanismes. Tout d'abord, des gènes impliqués dans la tolérance au stress, avec les gènes GROEL et DNAK qui sont des chaperons moléculaires qui vont intervenir dans la restauration des protéines endommagées. Des small heat shock protéines, 2 small heat shock protéines qui sont présentes chez Lactobacillus plantarum.
un gène, le gène BSH, qui code pour une bile salt hydrolase et qui est impliqué dans la résistance aux sels biliaires. Des gènes qui sont potentiellement impliqués dans l'adhésion cellulaire avec le gène MUB qui code pour une mucus binding protein et le facteur d'élongation TU, et des gènes potentiellement impliqués dans l'immunomodulation, notamment un gène codant pour la biosynthèse de la plante aricine et un gène codant pour le peptide auto-inducteur LAMB. Le choix de ces gènes a été basé sur des travaux relativement récents qui concernent justement des souches de Lactobacillus plantarum et sur lesquelles une étude de génomique comparative a pu démontrer l'importance de ces gènes sur des souches capables de présenter une activité immunomodulatrice. Donc pour chacune des préparations testées, on a quantifié l'expression des différents gènes par une technique de PCR quantitative couplée à la transcription inverse, donc plus communément appelée RTQ-PCR. Donc vous retrouverez systématiquement sur les graphiques les cultures réalisées en milieu MRS récoltées à différents stades de croissance. Le produit lyophilisé, on ne retrouvera pas le produit issu de la gélule puisqu'on est parti de la préparation lyophilisée qui a été mélangée avec d'autres composants et sur lesquels ces composants interféraient notamment avec les différentes extractions d'ARN. Donc on constate un effet important, en tout cas du temps de récolte sur l'expression des gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc on peut observer une forte induction des gènes impliqués dans la réponse au stress dès l'entrée en phase stationnaire et une induction encore plus marquée lors d'une phase stationnaire avancée, donc lorsque le produit est récolté après 16 heures de croissance. On constate que le produit lyophilisé présente un niveau d'expression comparable à la culture réalisée en MRS correspondant à une entrée de phase stationnaire, donc ce qui est plutôt cohérent avec le fait que les deux produits ont été récoltés à des phases de croissance comparables. On s'est intéressé à comparer l'expression de ces gènes et les capacités de ces différentes préparations à survivre dans un jus gastrique artificiel, donc un milieu tryptone dont le pH a été ajusté à pH 2 et en présence de pepsine à 3 grammes par litre. Donc on constate sur le graphique de droite une augmentation de la résistance au stress lorsque le temps de récolte augmente. Donc la préparation récoltée en phase stationnaire 16 heures est la préparation qui présente la plus forte résistance à l'acidité. Donc une bonne corrélation entre l'expression des gènes impliqués dans la réponse au stress et la capacité de résistance à l'acidité. On constate que le lyophilisa, qui présente un profil transcriptomique similaire, en tout cas sur ces trois gènes, similaire à la phase stationnaire 8 heures, présente une capacité de résistance qui semble plus affectée que la culture MRS récoltée au même stade de croissance. Mais ces différences peuvent s'expliquer notamment par les dégâts qui peuvent être causés lors de l'étape de lyophilisation. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la formulation sous forme de gélule permet de restaurer les capacités de résistance, en tout cas une protection liée à cette formule galénique qui permet de restaurer les capacités de résistance de la souche de Lactobacillus plantarum au stress acide. On s'est ensuite intéressé au niveau d'expression du gène BSH, donc codant pour la bile salt hydrolase, qui est une enzyme qui est impliquée dans la dégradation des sels biliaires et impliquée dans la résistance des bactéries au stress biliaire. Donc on constate que plus les cellules sont récoltées tardivement en milieu de laboratoire, et plus l'expression de ces gènes est importante, On constate, comme précédemment, que le produit lyophilisé présente un niveau d'expression comparable à la culture réalisée, récoltée après 8 heures de croissance en conditions de laboratoire. On a ensuite évalué la capacité de survie de ces différentes préparations dans un jus gastrique, un jus intestinal artificiel, donc je suis désolé, il y a une erreur ici, c'est un jus qui contient des sels biliaires à 3%. Donc on constate qu'on a une très bonne survie de la phase stationnaire de croissance, qui présente l'expression la plus importante du gène BSH, et qu'ensuite on a une survie graduelle qui est corrélée avec l'expression de ce gène lorsque les cultures sont récoltées en milieu MRS.
On constate que le produit lyophilisé, qui présente un niveau d'expression comparable à la culture récoltée après 8 heures de croissance, présente une survie proche de celle obtenue, et que la formulation sous forme de gélule permet d'accentuer sa résistance au stress biliaire. On s'est ensuite intéressé à l'analyse de l'expression des gènes potentiellement impliqués dans l'adhésion des cellules, notamment dans l'adhésion des cellules à la mucine. Donc on s'est intéressé à l'expression du facteur d'élongation TUF et d'une protéine codant pour une mucine binding protein. Donc comme précédemment, on a pu observer que la phase de croissance a un effet majeur sur l'expression de ces gènes. Plus les cellules sont récoltées en phase stationnaire, et plus on constate une expression élevée de ces différents gènes. Et comme précédemment, on constate que le lyophilisa présente un niveau de transcriptomique comparable à celui obtenu lorsque la culture est réalisée en culture laboratoire et récoltée après 8 heures de croissance. On s'est donc intéressé à comparer ces résultats avec les capacités des souches à adhérer sur la mucine et à persister sous la forme d'un biofilm. Donc pour ces essais-là, on a coté des plaques de polystyrène avec de la mucine, sur lesquelles on a mis adhérer une quantité connue de bactéries, sur lesquelles on a laissé les bactéries adhérer soit 2 heures, soit 24 heures, et je vous présente les résultats après 24 heures, donc où on a et la phase d'adhésion et la phase de développement sous forme de biofilm. On constate que la culture exponentielle récoltée en phase exponentielle en milieu de laboratoire, qui est la culture qui présente les taux de transcrits les plus bas sur les différents gènes étudiés, présente la capacité de formation de biofilm la moins importante. Donc bien une corrélation entre l'état physiologique et en tout cas l'expression de ces différents gènes et la capacité de cette souche à adhérer et à persister sur un support contenant de la mucine. Donc, dans un premier temps, on s'est vraiment intéressé à ces capacités plutôt technologiques, résistance à l'acidité, résistance aux sels biliaires, capacité d'adhésion, et on a voulu aller un peu plus loin en essayant de corréler justement l'expression de gènes potentiellement impliqués dans les propriétés immunomodulatrices et les propriétés fonctionnelles, ou en tout cas, si on peut résumer, la propriété fonctionnelle de cette souche de Lactobacillus plantarum, à savoir son activité immunomodulatrice. Donc on constate que plus les cellules sont récoltées tardivement et plus l'expression du gène PLNG, qui est un gène qui est présent dans l'opéron codant pour la plantaricine, qui est une bactériocine produite par Lactobacillus plantarum, on constate une forte augmentation du taux de transcrit de ce gène-là et un profil transcriptomique comparable entre la phase stationnaire 8 heures et la cellule récoltée, la cellule lyophilisée, quoi. On s'est donc posé la question, existe-t-il un lien entre l'expression de ce gène et les propriétés fonctionnelles de la bactérie? Donc pour cela, on a estimé les propriétés immunomodulatrices sur des cellules PBMC et en mesurant la production d'interleukine 10 et d'interleukine 12. Donc dans ce cas-là, on s'est uniquement intéressé à la phase stationnaire MRS 16 heures et au lyophilisa. Donc pourquoi ce choix-là Ce choix, puisque du coup la phase stationnaire MRS 16 heures correspond à la condition qui a été utilisée pour la sélection de souches et pour tous les tests de screening, et le lyophilisa, puisque du coup c'est notre produit quasi final. Et on constate que malgré les différences qu'on a pu observer en termes d'expression de gènes, notamment sur les gènes impliqués dans les propriétés immunomodulatrices, on n'a pas eu, en tout cas la souche n'est pas affectée dans ses capacités immunomodulatrices dans ces conditions testées. Donc propriétés immunomodulatrices non affectées par l'état physiologique des cellules. Donc en conclusion de cette étude, on a pu démontrer que le procédé de production a un effet important sur les propriétés de résistance au stress de la souche de Lactobacillus plantarum CNRZ 1997. On a pu démontrer un effet majeur de la phase de la croissance et notamment de l'impact de la phase stationnaire de croissance. Une corrélation entre l'état physiologique et les capacités de résistance au stress, et notamment à l'acidité et aux sels biliaires de la souche testée. Et on a pu démontrer que la formulation de cette souche-là sous la forme de gélules permet de restaurer les propriétés de résistance au stress.
On n'a pas démontré d'altération des propriétés fonctionnelles de la souche, notamment de l'activité immunomodulatrice, lors de sa production au niveau industriel, donc ce qui présente un intérêt notamment pour le traitement des données liées à la validation des résultats des études cliniques. Mais cette étude met en évidence la nécessité d'intégrer l'état physiologique des cellules lors de la production au niveau industriel. En effet, peu de données sont disponibles au niveau de la bibliographie sur l'impact des conditions de production sur l'étape physiologique. On a un certain nombre de données qui s'intéressent vraiment à cette étape de lyophilisation, sur la viabilité, sur l'optimisation de la lyophilisation en modifiant des cryoprotectants. Mais on s'intéresse uniquement à la viabilité et pas à la vitalité et à l'état physiologique des cellules. Donc il est nécessaire de pouvoir disposer d'outils qui nous permettent d'estimer l'état physiologique et d'étudier les répercussions des différents paramètres de production sur l'état physiologique des cellules et sur le maintien de leurs activités fonctionnelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas pour ce très intéressant exposé et cette approche particulièrement ingénieuse sur les gènes impliqués dans les réponses au stress. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle pour essayer de mieux comprendre encore comment on peut utiliser ces outils au niveau de la production, au niveau industriel. Merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle présentation. J'ai quand même une question galénique. Je voulais savoir quel type de gélule, parce qu'en gélule, il y a beaucoup de types de gélules différents. Donc je sais que ce n'est pas votre domaine, je suis un peu désolée. Mais je voulais savoir si elle était en gélatine, en HPMC, si elle avait un traitement gastro-résistant ou si c'était des gélules spécifiques, comme il y a maintenant chez Capsugel, qui donnent en fait une résistance en milieu acide, justement. Alors je vais dire que c'est une très bonne question. Enfin, c'est le point clé pour moi, formulateur. Je suis désolée. Et je vais peut-être solliciter Pascal Molimar qui pourra sûrement mieux répondre que moi sur cette question. Donc, là, sur cet exemple, on avait des gélules en HPMC, donc sans aucun traitement de gastro-résistance, puisqu'en fait, on a pu montrer que cette gélule suffisait en fait à passer la barrière gastrique assez rapidement et à libérer le probiotique dans l'intestin. Et d'autre part, on est en fait sur une souche qui est quand même très résistante. Et même si on a une partie qui est libérée au niveau de l'estomac, il n'y avait pas d'impact en fait sur la survie du probiotique. Donc on n'a pas eu besoin dans ce cas de faire appel à des technologies spécifiques de protection du probiotique. Oui, tout à fait, oui. Oui. Quels ont été vos critères pour déterminer les tests que vous alliez faire? Vous avez fait stress, adhésion. Par exemple, l'adhésion, ça ne me semble pas si évident parce que la capacité d'une souche à adhérer n'est pas forcément en lien avec son impact santé. Donc, quels ont été vos critères pour les tests que vous avez faits et quels seront vos prochains critères pour les tests que vous envisagez? Alors, nos critères initiaux, c'était vraiment résistance, acidité, sel biliaire, puisque c'est vraiment ce qui nous intéressait. Et c'est vrai que ces tests d'adhésion, on les a réalisés un peu en décalage par rapport à notre étude. On ne s'attendait pas à avoir des différences d'expression si importantes, notamment sur des gènes potentiellement impliqués dans l'adhésion. Donc, on l'a fait plutôt dans un second temps, en se disant, est-ce qu'on est capable d'observer une corrélation entre l'analyse de l'expression du gène MUB et du gène TUF sur les capacités d'adhésion. Donc c'est vrai que ce n'était pas notre premier critère. On a décidé de travailler sur la mucine, puisque le gène MUB codant pour une mucine binding protéine, on s'est dit qu'il pouvait y avoir un lien, mais c'est vrai qu'effectivement, ce n'était pas notre premier critère. Après, en ce qui concerne l'adhésion et les propriétés immunomodulatrices, effectivement, dans ce cas-là, l'adhésion n'est pas forcément nécessaire, quoi. C'est vrai que l'adhésion, on l'étudie plus quand on va rechercher plutôt un effet mécanique, un effet antipathogène. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'était vraiment plus d'aller sur une corrélation entre l'état physiologique, en tout cas le profil transcriptomique à un instant donné, et les capacités d'adhésion de la souche.
Sur des futurs tests, c'est vrai que les critères qu'on va tester vont dépendre de l'application sur laquelle on souhaite tester la souche. On va moduler en fait cette réponse physiologique avec les propriétés recherchées de la souche. Donc ça peut être relativement vaste. Je ne sais pas si vous aviez un exemple précis, mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter. Et après, on reste sur des tests in vitro. L'intérêt, c'est aussi après d'aller sur des tests un peu plus représentatif de la réalité, donc soit sur de l'ex vivo, sur un comportement ex vivo, de l'adhésion ex vivo, soit sur des comportements dans des tests in vivo chez l'animal. Autre question ? Merci de cette très belle présentation. J'étais content de voir que notre souche, elle résiste bien. Ma question, c'était plus, j'ai trouvé élégant l'approche sur les gènes, là, qui étaient impliqués effectivement dans les effets immunomodulateurs. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que vous l'avez déjà fait ou dans le futur, vous envisagez de faire des études plus globales au niveau transcriptomique, côté cellules et côté bactéries, je ne sais pas, avec du RNA sec, des microarrays Cela, je pense que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez regardé un peu où il y a de la lumière, quoi. C'est pas vraiment une approche exhaustive. On a eu de la chance puisqu'on a vu de la lumière. Oui, voilà, oui. Mais effectivement, c'est vraiment une approche ciblée qui est plus liée à l'expertise qu'on a au sein de Nexidia. Notre expertise concerne la réponse au stress, donc forcément, on a orienté cette partie-là. Après, sur des approches plus globales, on est toujours un peu mitigé. Oui, ça présente un intérêt, mais on s'est rendu compte par expérience avec certaines applications qu'on a pu avoir avec certains de nos partenaires ou de nos clients. Souvent, au final, en faisant une approche ciblée, on retombe un peu sur les effets majeurs qu'on va cibler, sont représentatifs de ce qu'on va pouvoir trouver avec une approche plus globale. Donc pour l'approche plus globale, on reste toujours un peu mitigé. Derrière, c'est pouvoir être capable de l'interpréter, de ressortir plutôt un mécanisme d'action. Par contre, sur l'effet, suivre les niveaux de transcription, interaction bactéries-eucaryotes, ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on pourrait être amené à faire et sur lesquelles on souhaiterait effectivement travailler, puisque on voit bien que maintenant, démontrer quelque chose au niveau bactérien, c'est bien, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce lien cellule eucaryote, cellule procaryote. Ouais, le dialogue qu'il peut y avoir entre les deux, quoi. Notamment, c'est surprenant de retrouver la présence d'un gène entrant dans la synthèse de la plantaricine, impliqué dans les activités immunomodulatrices. C'est quand même plutôt surprenant, comme le gène LAMB qui code pour un autopeptide. C'est plutôt surprenant, donc effectivement, on est bien dans cette notion de dialogue, quoi. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier Nicolas et donner la parole au prochain intervenant.